Alors, je reprends ici ce TD, après avoir fait la première partie sur l'adressage des différentes ROM du Commodore 64. Les ROM qui se trouvent ici. Ici, c'est une carte mère d'un Commodore 64. Donc, on va s'attaquer cette fois-ci au CIA, au SID et au VIC que j'ai présenté dans le cours sur les périphériques d'entrée-sortie d'un Commodore 64, d'un système matériel. On regarde ici, donc plus particulièrement, comment vont être adressés, alors on l'a ici, dans ce planning mémoire, on a vu la dernière fois, là, le kernel ROM, char ROM et basic ROM, donc on va voir ici IO, les entrées-sorties, input-output, et on va voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Alors, regardons un petit peu ça. On va donc, toujours pareil, travailler avec les plans du Commodore 64, essayer de les imprimer sur un 1.3, et essayons de voir où sont les circuits d'entrée-sortie qui se trouvent là-dessus. Alors, on va trouver deux CIA de type 6526, qui sont des composants développés par MOS Technologies. On les trouve ici. Alors, on a derrière le clavier, on a les ports manettes de jeu, on a l'interface cassette, on a l'interface série I3E, on a, je sais plus, je crois que ça fait déjà pas mal de choses. Et donc, on a un CIA en lui-même, il a deux ports, port A, port B, qui permettent d'avoir 16 bits d'entrée-sortie. Et on a ici une petite interface série avec des IRQ qui peuvent être gérés, des choses comme ça. On en a deux, donc, qui permettent l'ensemble des entrées-sorties du C64. On va trouver également le SID, qui fait un petit peu, qui a fait la popularité de cet ordinateur. Donc, il se trouve ici. Donc, on l'a étudié dans le cours sur les circuits d'entrée-sortie. Enfin, on l'a étudié, on a vu son brochage, les fonctions de ces broches. On n'a pas étudié le composant en interne. Voilà. On a le VIC. Alors, le VIC, il paraît nettement plus compliqué. En soi, c'est le Video Interface Chip de mémoire pour VIC. On voit qu'on a la sortie ici, synchronisation luminance, ici chrominance, la couleur. Voilà, donc la petite circuiterie analogique qui se trouve derrière. On voit qu'on a un bus de données, alors qui fait 12 bits. Avec une partie, donc les 8 bits qui sont bien reliés au microprocesseur, mais 4 bits qui sont reliés ici à cette color ROM. Alors, il y a une erreur sur les docks, c'est une RAM ici, c'est pas une ROM. Voilà. Alors, il faudra passer du temps, il faudra bien comprendre comment fonctionne le VIC. C'est vraiment le circuit central avec le CPU du Commodore 64. Donc, au-delà de ses capacités, il faudra voir toutes les astuces qui ont été mises en place pour ce composant. C'est vraiment super. C'est vraiment. Alors, qu'est-ce qui a fait le succès du Commodore 64 C'est un ordinateur qui était quand même pas mal en avance technologiquement sur ses concurrents, les concurrents Auric Atmos, ZX81 de mémoire, un peu après les Amstrad, pour parler des ordinateurs à peu près au même budget. Il y avait l'IBM PC qui était en parallèle, et l'Apple II également. C'est pas l'objectif là, mais c'est un composant. Le SID est un autre composant qui a fait le succès du Commodore 64, et c'est aussi et surtout son architecture matérielle qui était extrêmement bien pensée, avec des tas de petites astuces qui ont rendu sa mise en œuvre très délicate. Voilà. Bon, on reviendra plus précisément sur le VIC, parce que il faudra bien comprendre qu'il a pas que le rôle de la vidéo, mais c'est surtout comment il fonctionne. Voilà. Alors, combien de registres possède chacun des CIA? Alors, toujours pareil, on part dans... voilà, register select, 1, 0, 1, 2, 3. Hop, ça nous en fait 4. Donc ça veut dire qu'on a 16 registres pour chaque CIA pour les commander. Voilà.
Combien de registres possède chacun des circuits d'entrée-sortie, le SID et le VIC? Alors, on avait déjà vu que le SID, il avait à 0 à 4, c'est-à-dire 32 registres, 29 utilisés seulement. Ça veut dire que quand on va aux adresses 30, 31, eh ben, on n'y arrive pas. Enfin, il y a aucun effet sur le circuit. Le VIC, alors si je regarde bien, j'ai 14 bits d'adresse, ça me ferait 16 kilooctets. Eh ben non. Alors là, je vais pas rentrer encore une fois plus en détail. On va retenir simplement que les adresses assises à 14 sont ignorées. Les lignes, voilà, les bits sont ignorés, ce qui nous fait théoriquement 64 registres et en réalité 47 sont utilisés. C'est pas parce qu'on a un nombre de bits ici de A0 jusqu'à A5 qui sont utilisés pour adresser des registres qu'on utilise le nombre possible de registres. Évidemment, il en fallait plus que 32. Donc, on trouve 47, un nombre compris entre 32 et 64. Sinon, on aurait utilisé un bit de moins pour adresser les registres. Voilà, donc ça c'est le petit travail préliminaire. On commence à être habitué à ce petit travail. Je pense que ça va rentrer petit à petit, ces principes. À quel signal sont reliées les entrées chip select de ces deux CIA? On va les chercher, le chip select. Où est-ce qu'il se trouve? Le voilà. On en a un ici. Et puis l'autre, on le trouve là. Donc c'est CIA1 bar et CIA2 bar. Bah oui, logique, tout ça. On commence à comprendre aussi les conventions. Chip select avec un bar, c'est-à-dire c'est actif avec un 0. On met un nom avec un bar aussi pour dire que voilà, on s'adresse au CIA1 et que sur cette ligne-là, on est actif à l'état bas. On fait la même question pour le SID et le VIC. Alors, on va les chercher. On a le chip select ici pour le SID et le chip select ici pour le VIC. Et on a donc les signaux SID bar et VIC bar, toujours suivant la même logique des symboles. Vous voyez que tout ça, petit à petit, ça prend du sens. C'est toujours la même chose. Et sur d'autres systèmes microprogrammés, on aura le même type de convention. De quel circuit sortent ces 4 signaux de commande? Oui, qui génère ces 4 signaux de commande? Alors, on va les trouver, bizarrement, sur 2 petits circuits, donc VIC, SID, ici, CIA1, CIA2, on les a là. Donc, le VIC et le SID sortent du circuit U15, qui est un 74 LS239. Les sorties, donc 1Y0 et 1Y1, et les deux autres sortent du même circuit, U15. Ici, on a la numérotation du circuit. Donc ça veut dire que c'est le même circuit. Et donc, on voit qu'on a EN1, EN2. On voit qu'on a 2 fois la même chose dans le circuit. B1, A1, B2, A2, 2Y0, etc. Donc, on a 2 fois la même chose dans le circuit. Et on a donc les sorties de Y0, de Y1. Voilà qui va décider de l'activation de ces circuits. Alors, pour comprendre un petit peu comment ça marche, il faut aller sortir la table de vérité de ces circuits. Ici, on a 3 entrées et là, on a 4 circuits. Alors, nous, on avait vu le 74 LS238 qui était un décodeur 3 vers 8. Ici, le 74 LS239, ce sont 2 décodeurs 2 vers 4. 2 entrées, A et B, 4 sorties. Et on voit très bien la table de vérité. Donc, on a une entrée enable, toujours, elle est là. Et puis, on a 2 entrées, A et B, qui vont avoir 4 valeurs possibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, et qui vont m'activer à chaque fois une seule des sorties. Donc, on appelle ça un décodeur 2 vers 4. Et il y en a 2 dans le même circuit. Donc, on va pouvoir relier une sortie avec l'autre, etc. Donc, la question, c'est à quelles conditions sur A11, A10, I0 bar, VIC et SID sont activés et donc valent 0. VIC et SID sont là. Ce sont donc les sorties 1Y0 et 1Y1. Donc, les sorties ici. Alors, effectivement, d'un constructeur à l'autre, on va pas avoir les mêmes noms. Pas exactement, vous voyez, ici on a enable, on a G, ici on a EN bar, qui signifie que EN enable,
du circuit 1, actif à l'état bas, c'est bien actif à l'état bas. Vous voyez, on n'a pas forcément exactement d'un constructeur à l'autre les mêmes noms, mais on s'y retrouve, encore une fois, il y a une petite question d'habitude ici pour s'y retrouver. Alors, pour activer la sortie 1Y0, celle du VIC, c'est cette ligne-là. On devra donc avoir 0 sur enable, donc I0 bar qui vaut 0. Normal, faut activer la puce. Et puis 0, 0 sur ces deux entrées, donc à 10 à 11 qui vaut 0. Pas de difficulté. Si on veut regarder comment activer le SID, on va aller voir la deuxième ligne. Et on va voir que là, il faut toujours 0 sur IO bar. Et par contre, 0,1 sur B et A. Ce qui veut dire que A11 vaut 0,1. Oui, A11 vaut 0 et A10 vaut 1. Tout va bien. Tout va bien. À quelles conditions nécessaires, mais peut-être pas suffisantes sur les entrées A12, A13, A14, A15 pour activer la sortie IO de la PLA? Oui, il faut se rappeler que IO bar sort de la PLA et qu'on a donc des équations logiques qui sont données. Alors, je donne l'équation logique de la PLA. Tout ça pour dire que de manière interne, alors l'équation logique est compliquée là pour IO bar, pourquoi? Parce qu'en fait, le circuit, il comporte plein de portes E, avec autant d'entrées que d'entrées physiques sur le circuit. Donc, je crois qu'il y a 8 entrées. Donc, chaque porte E a 8 entrées. Et à la fin, on peut regrouper toutes ces portes E avec un OU. Sur chacune de ces portes E, pour chacune des sorties, on a cette configuration-là. On peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entrées. Donc, on peut avoir comme ça. Et c'est pour ça qu'on va trouver dans l'ordre, les entrées, etc. et un OU. On reprend les entrées, on met barre ou pas, et un OU. On reprend les entrées, etc. Donc, on peut avoir comme ça un grand nombre de possibilités pour mixer les équations logiques. Donc, c'est présenté comme ça, mais en réalité, on voit bien qu'on peut mettre des choses en facteur. Vous voyez, là, ça, on le retrouve toujours. C'est pareil à chaque fois. Donc, ça, on peut le mettre en facteur. Ça serait dommage de pas le faire. A14, A15, A14, A13 bar, A12, on peut mettre tout ça en facteur. Bref, je vous parle le travail de simplification. En réalité, la ligne, elle est simplifiée ici, que j'ai représenté sur un mixte entre les équations booléennes. Donc, j'ai gardé le « et » qui me paraît bien sympa plutôt que le point multiplicatif. Et puis après, j'ai bien mis le plus pour le « ou ». Le dièse me paraît pas très expressif et j'ai mis des barres plutôt que des points d'exclamation. Donc ça, c'est déjà un peu plus simple. J'ai simplifié l'équation qu'on avait avant. Mais ça, ça ne permet pas la programmation de la PLA. Ça permet de comprendre comment ça marche. Donc du coup, la question devient plus simple. Sur quelles conditions sur A12, A13, A14, A15? Donc on voit bien qu'on a tout ça en facteur. Nécessaire mais pas suffisante. Il faudra que A15 égale 1, A14 égale 1, A13 égale 0 et A12 égale 1. Voilà. Alors bien sûr, après il y a d'autres éléments, et c'est là ce qui fait un peu la complexité du C64, c'est que les entrées-sorties, elles ont plein de possibilités, et pour aller comprendre un petit peu plus ce qui se passe, notamment sur ce qui se passe avec AEC, BA, là ce sont les ordres de lecture-écriture, donc on peut expliquer, cette partie-là s'explique assez facilement. À partir de là, c'est un petit peu plus compliqué. Ce sont les histoires de ports d'extension, ROM externe, cartouches de jeu, etc. et qui permettent d'activer ou de pas activer les entrées-sorties du C64 parce que après tout, les cartouches peuvent avoir leur propre port d'extension. Le C64 pouvait recevoir un autre microprocesseur et avoir sur son port d'extension quelque chose de complètement indépendant du 6502. Il y a eu des extensions à base de Z80 notamment pour avoir le CPM à l'époque. Donc c'est pour ça aussi qu'il a eu ce succès, c'est que son hardware était très bien fichu et on pouvait faire plein de choses dedans. Alors, en déduire les espaces d'adressage du VIC et du SID, on va récupérer un petit peu tout ce qu'on avait là. On sait qu'on devait avoir A15, A14 à 1, A13 à 0, A12 à 1. On reprend l'histoire du IO qui doit être égal à 0.
c'est-à-dire les conditions qu'on a pardon, ça ce sont les conditions pour avoir IO qui vaut 0. On a ces deux autres conditions-là sur A11 et A10, donc on récupère tout ça, on a nos 32 registres, 29 réellement utiles sur notre SID, et ça nous fait ce genre de choses. Alors, l'adresse de début, l'adresse de fin, donc on va prendre A15 qui vaut 1 ici, A14 qui vaut 1, le A13 qui vaut 0, le A12 qui vaut 1. Ensuite, sur le 74 LS 239 de mémoire, le 0 et le 1. Voilà. Et puis, eh ben, les 5 bits de A0 jusqu'à A4, bah pour le premier registre 0, 0, 0, 0, et pour le dernier registre 1, 1, 1, 1. Voilà. Et ici, eh ben, les valeurs, peu importe en fait, les valeurs qu'il y a, on peut mettre des 0, on peut mettre des 1, on peut mettre ce qu'on veut. C'est pas du tout pris en compte pour l'adressage. Ce qui nous fait l'adresse mémoire, donc ça c'est le D. Ici, quand je rajoute 2 zéros derrière, j'ai bien 4. Ici, si je rajoute des zéros, j'ai bien un 0. Donc de D400 jusqu'à D41F. Hein, si je mets ici des zéros, alors là j'ai F. Si je mets des zéros ici, voilà. Mais si je décide de mettre autre chose là, je vais avoir de D420 à D43F, etc. Hein, où je vais avoir en fait une recopie des registres sur toutes ces adresses. J'avais expliqué ça dans mon petit bout de cours sur les circuits d'entrée-sortie, comment on les mettait en place. Tout ça pour des problèmes d'économie. Hein. Alors, regardons maintenant le second. Donc là, ici, on a la condition pour avoir IO égale 0. Donc, IO égale 0, c'est ce qu'on a ici. Les deux autres possibilités sont là. Les 47 registres, on les a. On va ignorer A7, A14. On va avoir notre petite différence ici. Donc, voilà, on n'a que des zéros. 0, 0 ici, 0, 0 là. Et donc, notre registre va se trouver de D000 jusqu'à D03F. Voilà pour nos 47 registres. Hein, donc 4 x 16, 64 possibles, mais 47 réellement utiles. Voilà, on a récupéré, on a les adresses, on a le même problème. Hein, si on remplace les X par un peu n'importe quoi, on a toute une série de plages où ces registres sont recopiés. Alors, regardons un petit peu, toujours sur, ça devient un peu lassant, hein, parce que c'est toujours la même chose, pour aller voir les CIA, à quelles conditions sur A11 à 10, IO enable 2 égale 0, voilà, alors enable 2, c'est pour l'activer, lui. Il s'active effectivement quand la sortie Y3 est active. La sortie Y3, elle est là, donc il faut se mettre sur cette ligne. Donc, il faudra, pour activer cette sortie Y3, avoir, alors que je regarde un petit peu, A11 qui vaut 1 et A10 qui vaut 1, pour avoir le H et le H là. On est d'accord avec ça? Ça, c'est la condition pour activer jusqu'ici. Il faudra aussi avoir, bien sûr, IO bar égale 0, hein, sinon on n'a pas l'activation de la sortie. Hein, c'est cette ligne-là hein, qu'on va lire. Voilà. Alors ensuite, hein, A8, A9, oui, on les trouve ici, A8, A9. Hein, maintenant, pour activer le CIA1, le CIA2, on commence à avoir l'habitude aussi. On va être sur la première ligne, le 0, 0. Donc A8, A9 égale 0 pour le CIA1. Et puis pour le CIA2, on va avoir 0,1 pour A8, A9. Voilà. Résumer les conditions d'activation des CIA, on va les prendre ici. CIA1, donc ça, c'est ce qu'on avait vu pour avoir I0 égale 0. On a notre condition sur A11 à 10 qui est un petit peu différente. Et puis A9, A8 qui valent 0. Le CIA2, il va être là. Et donc, on va juste avoir A9, A8 qui vaut 1. Tout le reste, c'est pareil. En déduire les adresses des registres des deux CIA, on va reprendre tout notre petit monde, là. On va mettre A15 à 1, on va mettre A14 à 1, on va mettre A13 à 0, on va mettre A12 à 1, on va mettre A11 et A10 à 1, etc. Enfin, on fait tout ce boulot-là et on a la première adresse, donc qui va être ici DC00, et puis après, on va avoir
un F pour la dernière adresse. Et on a nos 16 registres. D'accord? Et je fais ça pour l'autre, et j'ai du DD00 jusqu'au DD0F. Pareil, hein, et on va avoir de la même façon une recopie. Hein. Alors, dans la documentation de l'adressage des CIA, on indique la chose suivante, que les registres sont répliqués, mirrorés, le mot n'est pas français, miroirés, voilà, sont réfléchis sur tous les 16 octets. Ben, c'est ce que je vous expliquais, hein, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de bits qui ne sont pas pris en compte sur leur valeur pour l'activation du circuit. On a la même chose pour les VIC, hein, on retrouve le même genre de choses pour les VIC. Et donc du coup, bah, si on regarde sur les CIA, hein, donc les bits A4, A5, A6, A16 ne sont pas définis, on retrouve les registres de CIA, quelle que soit la valeur de ces bits. Donc ici, on a 4 bits, ça nous fait donc 16 valeurs possibles. Dans ces 16 valeurs, il y en a une seule qui est potentiellement utile. Les 15 autres sont inutiles, donc on perd 2 fois puisqu'il y a 2 CIA. 15 combinaisons inutiles, pour 16 octets, on a une perte de 480 octets. Alors c'est, voilà, les ingénieurs Commodore ont trouvé que glisser à des petits endroits en plein milieu on pourrait mettre de la RAM derrière, hein. Bah oui, ça ferait gagner 480 octets de RAM, on gagnerait aussi un petit peu, mais moins, avec, c'est même pas dit, faudrait faire le calcul, bah, ça peut être un exercice à essayer de calculer combien on perd sur le VIC et le SID, puisqu'il y a plus de registres, mais l'adressage mémoire est 2 bits plus grand, donc je pense qu'au final, on perd un peu plus. Voilà, donc bah, ils ont jugé que c'était pas utile de récupérer peut-être 1 kilooctet de RAM. C'est surtout que cette mémoire serait placée là dans des endroits, voilà. Et puis on va dire si ça évolue, si on décide de changer le circuit, eh ben on a de la place pour rajouter des registres. C'est aussi peut-être quelque chose qui a conduit les ingénieurs à faire ce choix. Mais enfin, je pense que c'est plus un choix économique, hein, sur la complexité de la carte mère, hein. Voilà, qui est déjà pour l'époque suffisamment complexe comme ça. Alors, si on regarde un petit peu notre planning, notre plan mémoire, ben on verra que on a notre CIA qui se trouve là, hein, donc ce sont bien les adresses qu'on a trouvées. Le SID, eh ben, qui se retrouve répété plusieurs fois, et le VIC qui se retrouve lui aussi répété plusieurs fois. Voilà. De la même façon, donc ce sont des espaces mémoire représentés ici par des pages de 256 octets à chaque fois. Ici, donc, 1 kilooctet, ici, 1 kilooctet, voilà, voilà. Alors, on remarque quand même que, ben ouais, maintenant, on commence à comprendre un petit peu le kernel, la ROM basique, la ROM caractère, les entrées-sorties qui se retrouvent en parallèle de la ROM caractère. Alors, on accède qui, quoi, là? Puisqu'en fait, on a une plage de mémoire qui se chevauche entre la mémoire caractère et la mémoire d'entrée-sortie. Alors, pour bien comprendre tout ça, il va falloir qu'on aille déjà regarder cette partie-là, la RAM, comment ça marche. Donc ça, c'est l'objet de la prochaine partie du TD. Donc du coup, bah, on aura quand même les billes pour comprendre un petit peu ça, mais on va voir que la RAM intervient aussi avec le VIC, et ensuite il faudra voir le VIC bah, qui intervient sur la RAM et qui va intervenir ici aussi un petit peu, de voir comment ça marche, et le VIC qui va aussi intervenir avec la color RAM ici. Donc voilà, prochain objectif, parler de la RAM. RAM statique, RAM dynamique, ça c'est de la RAM statique, ça c'est de la RAM dynamique, donc on a les deux dans cet ordinateur. Je ne parlerai pas de ça, ça ce sont les cartouches d'extension, les endroits où peuvent se mettre les EPROM, les ROM ou les EPROM d'une cartouche d'extension. Donc là aussi, on peut voir d'ailleurs que les deux I02 et I01, ce sont des lignes d'activation en sortie du 74 LS 239, qui permettent des activations de plages d'adresses des entrées-sorties, et ces lignes-là, elles vont sur le port d'extension cartouche. Donc on peut avoir ici aussi des circuits d'entrée-sortie complémentaires qui seront adressés dans cette zone mémoire ici, donc en complément des deux CIA. Vous voyez, ils avaient prévu quand même qu'on puisse pas mal étendre cet ordinateur.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris un petit peu des petites choses, hein. Les objectifs restent, cela dit, assez modestes. Comprendre les histoires d'activation des circuits, comprendre les histoires de registres, hein, qu'on communique avec ces circuits d'entrée-sortie en écrivant et en lisant des informations sur des registres. Un ordinateur, ça gère du binaire, ça gère des bits, on écrit des bits, on modifie des bits, etc. C'est tout ce que ça fait, hein. Et avec ça, on fait de la musique, on fait de la vidéo, on fait des jeux, on fait tout ça. Voilà, donc on se retrouve pour parler RAM.